Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Caribe. On est extrêmement heureux d'accueillir ce soir Kamel Daoud pour Meursault contre-enquête. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous ici connaissez déjà Kamel Daoud, qui est donc écrivain, qui est journaliste depuis près de 20 ans, je crois, au quotidien d'Oran, qui a publié des recueils de nouvelles, et donc Meursault contre-enquête en 2013 et en 2014 chez Actes Sud. On est particulièrement heureux pour Kamel Daoud puisqu'il a obtenu aujourd'hui le prix des 5 continents et aussi le prix François Mauriac, et qu'il est, comme vous le savez, sur la liste du Goncourt et du Renaudot. Ce qu'on va faire, donc je vais juste présenter le livre. Le point de départ de Meursault contre-enquête, c'est l'étranger de Camus, ou plutôt cette faille ou cette brèche dans l'étranger. Le fait que l'arabe qui est assassiné dans l'étranger n'est jamais nommé, et qu'en plus, c'est même pas vraiment la raison de la condamnation à mort de Meursault dans l'étranger. On lui reproche en fait, surtout dans ce roman, son indifférence, le fait de ne pas pleurer la mort de sa mère plutôt que d'avoir assassiné un homme. Alors dans Meursault contre-enquête, Kamel Daoud donne un nom et une identité à cet homme qui a été assassiné. Cet homme qui est mort dans un livre depuis plus de 70 ans, qui est resté dans l'anonymat et dans l'insignifiance au cœur d'un des romans de langue française qui est les plus lus. Donc cet homme dans Meursault s'appelle Moussa, et puisque comme Moussa est mort, assassiné par Meursault de 5 balles, le narrateur du livre, c'est le frère cadet du mort, qui s'appelle Haroun, qui est dans un des bars d'Algérie où on peut encore boire de l'alcool, et qui raconte l'histoire à quelqu'un qui est invisible, qui est, je crois, un universitaire spécialiste de Camus. Et donc Haroun raconte qui était Moussa, sa mort, la disparition de son corps, et puis son destin à lui, Haroun, et son destin avec sa mère. Alors le roman démarre avec cette phrase qui est « Aujourd'hui, Ma est encore vivante ». Donc il prend dès le début le contre-pied de l'étranger de Camus pour raconter l'autre face de l'histoire, rétablir un équilibre, ce qui n'a jamais été fait. Et ensuite on a toutes les volutes, le soliloque du discours d'Haroun, où Meursault n'est pas seulement le meurtrier, mais il est aussi l'auteur du roman. Et ce qu'on voit dans ce discours qui se développe, c'est toute la colère autour de la désespérante banalité de ce meurtre. La révolte contre le colonialisme, contre le racisme, la suprématie blanche et contre la négation de l'identité algérienne. Le roman se déroule sur plusieurs soirs, donc soir après soir, dans ce bar qui s'appelle le Titanic. Haroun livre une confession, il soliloque. Et en arrière-plan de ça, on voit défiler toute l'histoire algérienne depuis 1942, donc l'année de parution de l'étranger, jusqu'à l'époque contemporaine. Ce qui est tout à fait passionnant, et en particulier, dans mon cas, j'avais lu l'étranger il y a 30 ans, donc si on relit l'étranger maintenant en parallèle de Meursault contre-enquête, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que le roman qui démarre en opposition devient aussi parallèle à l'étranger. Et donc ça permet de constater toute la subtilité de la construction de ce roman qui est un parallèle, tandis que les propos du narrateur disent le désenchantement sur ce que l'Algérie est devenue depuis l'indépendance, après l'espoir, la corruption du pouvoir, la montée des extrêmes et puis l'étouffoir de la religion. Donc le roman il évoque en filigrane toutes les ondes pesantes sur l'Algérie depuis l'indépendance, l'absence de retour sur le passé, la relation difficile aux femmes, la soumission folle à la religion. Et puis c'est aussi un hommage magnifique à la langue française, à la langue de l'autre, cette langue qu'il se réapproprie le narrateur dans le roman, pour se détacher de l'héritage qu'on lui a imposé, qui lui a été imposé par sa mère, par l'histoire, et puis pour gagner sa liberté. C'est vraiment un livre très impressionnant, qui s'appuie sur un roman qui est très célèbre, qui est comme un mythe, comme un tabou, et qui est un questionnement magnifique sur la littérature, sur l'histoire, sur le devenir de l'Algérie et sur la liberté. Donc on l'a vraiment beaucoup aimé. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez bien qu'on en entende un extrait, parce que la beauté... D'accord. Alors là, je suis censé lire un paragraphe ou deux, selon le programme. Après, je vais me mettre à parler, ce que j'adore. Alors, le début, ça commence. Aujourd'hui, Ma est encore vivante. Elle ne dit plus rien.
mais elle pourrait raconter bien des choses, contrairement à moi, qui à force de ressasser cette histoire, ne m'en souvient presque plus. Je veux dire que c'est une histoire qui remonte à plus d'un demi-siècle. Elle a eu lieu et on en a beaucoup parlé. Les gens en parlent encore, mais il n'évoque qu'un seul mort, sans honte, vois-tu, alors qu'il y en avait deux, des morts. Oui, deux. La raison de cette omission, le premier savait raconter, au point qu'il a réussi à faire oublier son crime, alors que le second était un pauvre illettré que Dieu a créé uniquement, semble-t-il, pour qu'il reçoive une balle et retourne à la poussière, un anonyme qui n'a même pas eu le temps d'avoir un prénom. Je te le dis d'emblée, le second mort, celui qui a été assassiné, est mon frère. Il n'en reste rien. Il ne reste que moi pour parler à sa place, assis dans ce bar, à attendre des condoléances que jamais personne ne me présentera. Tu peux en rire, c'est un peu ma mission, être vendeur d'un silence de coulisses, alors que la salle se vide. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai appris à parler cette langue et à l'écrire, pour parler à la place d'un mort. Continue un peu ces phrases. Le meurtrier est devenu célèbre et son histoire est trop bien écrite pour que j'aie dans l'idée de l'imiter. C'est sa langue à lui. C'est pourquoi je vais faire ce qu'on a fait dans ce pays après son indépendance. Prendre une à une les pierres des anciennes maisons des colons et en faire une maison à moi, une langue à moi. Les mots du meurtrier et ses expressions sont mon bien vacant. Le pays est d'ailleurs jonché de mots qui n'appartiennent plus à personne et qu'on aperçoit sur les devantures de vieux magasins, dans les livres jaunis sur les visages ou transformés par l'étrange créole que fabrique la décolonisation, etc. Là, je suis censé répondre à une question que personne n'a posée. La première question, je pense, c'est ouais, vous avez décidé de construire ce roman en vous attaquant à cette faille dans L'étranger de Camus. Je ne m'attaque pas. J'ai investi. Mais j'ai jamais pensé que, quand je regarde les gens qui sont dans des librairies où ça m'arrive de signer, j'ai jamais pensé que l'apprentissage de l'alphabet pouvait m'emmener à réunir les gens autour de moi. C'est assez impressionnant de voir que ce qui pour moi est un exercice ludique et de construction de sens a tellement de sens pour les autres, au point où moi ça me fait peur. Quand des gens viennent, vous parlent d'un roman, vous parlent des chroniques, vous parlent, etc., je me sens investi d'une sorte d'espoir qui est beaucoup trop grand pour moi. Mais en même temps, c'est la révélation que nous, Algériens, nous avons énormément besoin de sens. Nous sommes des orphelins de sens. Et on le cherche un peu partout. Bon, les uns croient le trouver faire un livre sacré, d'autres pas. Mais ça continue. Donc pour revenir à ce roman-là, c'est pas un roman, je l'ai souvent répété, c'est un roman, c'est pas un ancien musée, c'est pas une histoire de décolonisation, c'est pas un procès de Camus, c'est pas une continuation. C'est juste que je voulais me poser des questions. Et ce ne sont pas des questions d'Algériens, ce sont des questions d'un être humain, la condition humaine. Face à Dieu, la mort, l'amour, le sexe, etc. C'est un personnage qui est tout à fait universel. Ce n'est pas une histoire franco-algérienne. C'est un roman sur la condition de l'homme. C'est ce que je voulais, ce que j'ai eu l'ambition de raconter. Maintenant, quand on est algérien et français, il est vrai qu'il est très difficile de lire ce roman ou de lire de Camus en général sans retomber dans une sorte de bataille d'Alger version assise. Donc c'est très difficile. Mais bon, le reste de l'humanité existe et peut-être qu'il faudrait penser aussi aux autres qui lisent Camus autrement que comme... Camus, par exemple, je ne l'ai pas découvert par l'étranger. Ce n'est pas... L'arabe, à la limite, ne m'apportait peu, tout autant que les autres. J'ai découvert Camus à la sortie d'une très longue période religieuse. Et Camus, il m'a aidé dans le sens où il avait écrit le mythe de Sisyphe, l'homme révolté. C'est pour déconstruire et construire du sens pour moi. C'était le Camus le plus important. J'étais né trop tard pour faire la guerre et pour la refaire. Donc ce qui fait que qu'il ait tué un arabe ou pas, je ne lui en voulais pas pour ça. Je ne lui en veux même pas. Bon. Ceci dit, c'est un homme, ça va peut-être choquer ou pas, mais je le revendique. Je le revendique comme quelqu'un qui fait partie de ma généalogie. La blessure coloniale, c'est une immense injustice, mais elle fait partie de ma généalogie, autant que la société coloniale. Et pas uniquement la dernière colonisation en date, mais celle qui remonte à beaucoup plus loin. Je le dis comme je le dis pour l'arabité, sans ouvrir la brèche pour le débat, ça m'appartient et je ne lui appartiens pas. Donc Camus fait partie de ma généalogie, il est à moi. Il m'enrichit. Même s'il me tourne le dos, il m'enrichit, qu'il le veuille ou pas. Mais ce n'est pas le centre de ma vie. Le centre de ma vie, c'est moi-même. La question du salut, elle se pose pour Kamel Daoud et pour les autres gens. Parce que finalement, je suis concerné par une chose qui ne concerne plus ni Camus ni ses personnages, la mort. Donc c'est à moi de trouver du sens avant la mort. Eux, ils sont déjà morts.
Donc ça, c'est ce que je voulais, ce que je voulais toujours faire passer comme message autour de ce livre. Mais l'histoire n'est pas une histoire à clé, etc. Je ne pense pas qu'on puisse écrire des romans à clé qui soient des romans réussis. Tout roman fabrique du sens, le suggère, l'interpelle, l'appelle. Mais un roman se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de clé. Ce n'est pas un roman à clé. Il y a trop de thèses autour de Camus. Je le répète souvent aux journalistes, je dis, on pense Camus, mais on ne rêve pas avec lui. Je voulais rêvasser avec Camus. Camus, on l'analyse, on essaie de comprendre ce qu'il voulait dire, on va jusqu'au fond, chaque mot, etc. Mais il ne fait pas rêver. C'est un déconstructeur de mythes, ce n'est pas quelqu'un qui a fabriqué des mythes. Je voulais investir par le fantasme littéraire. Cette petite brèche qui existait, c'était l'arabe qui était dénommé. Et Meursault pour moi, enfin l'étranger pour moi, c'est une Robinsonade tragique. C'est-à-dire l'homme blanc n'éduque pas le vendredi, il le tue. Et par là même, il se tue lui-même, parce qu'il provoque, il consomme, plutôt il approfondit sa propre solitude. Dans Robinson Crusoe, par le fait qu'il ait assimilé, ou voulu intégrer, ou assimiler, ou domestiquer le noir, il casse sa solitude. Ils sont deux dans l'île. Dans le cas de l'étranger, il tue le vendredi et il devient encore beaucoup plus solitaire et beaucoup plus tragique. C'était ma lecture de ce mythe universel un petit peu. Donc je ne sais pas si j'ai convaincu ou si j'ai réussi à vous suggérer que je suis quelqu'un d'intelligent. Mais bon, s'il y a des questions, je peux y répondre. Vous avez dit, vous avez placé Camus, l'héritage de Camus. Vous ne pouvez pas, comme tous les Algériens ou tous les Français, ne pas faire allusion à la bataille d'Alger, pré- et post-indépendance. Autant avant l'indépendance, la cassure était nette, autant il me semble que, je ne sais pas si on peut utiliser le mot camisard, mais la frontière elle est beaucoup moins nette. C'est pas Camus français, Camus algérien. En Algérie, vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui, comme vous, pensent que Camus est algérien, ne lui tiennent pas rigueur de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a dit. En France, si on reprend l'histoire des années 60, quand il s'est un peu fâché avec l'intelligentsia de gauche, là aussi il y a eu une cassure. Donc je veux dire, c'est pas aussi net. C'est pas quand on parle de Camus et de l'étranger et de la colonisation, parce que ça tourne autour de ça, la frontière elle est beaucoup moins nette. Il y a autant. C'est pour ça que quand vous avez dit tout à l'heure, je ne veux pas reprendre la bataille d'Alger, je pense qu'il y a, s'il y a bataille d'Alger, ça va être difficile de reconnaître les amis et les ennemis. Non, mais ce que je voulais dire, je ne suis pas camusien et je me refuse d'être camusien. Être camusien, c'est devenu presque une religion. On a un temple, on a des camusiens, on a même des pèlerins camusiens. On va sur les traces de Camus. Moi, je ne suis pas dans cela. Moi, je prends dans Camus ce qui m'est utile. La question du salut, elle est mienne. Donc, ce qui m'est utile, je le prends. Je ne refuse pas. D'accord ? Qu'aurait été Camus s'il était né en Afrique du Sud, par exemple ? Il faut se poser la question. C'est-à-dire dans un pays qui a su éviter, bon, je ne vois pas le débat, parce qu'il est très tard, sur comment décoloniser sans abîmer, sans perdre, etc. Mais en même temps, je me pose. Ceci dit, je ne veux pas revenir sur ça. Camus est responsable de ce qu'il a fait, de ce qu'il a écrit. Moi, je suis dans une situation où je prends ce qui m'est utile. Ceci dit, je le revendique aussi comme étant un écrivain de ma généalogie, qu'on le veuille ou pas, qu'il le veuille ou pas d'ailleurs. Bon, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai fait beaucoup de ventes dédicaces dans les villes à l'intérieur de l'Algérie, je veux dire les villes moyennes. Alger, je ne parle pas d'Alger, je ne parle pas d'Oran, je parle des villes moyennes. Bon, à force, quand on fait une première dédicace, vente dédicace, une deuxième, il y a de la routine qui s'installe. On est obligé de répondre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on découvre une routine incroyable autour de Camus. Je m'amusais à reconnaître le procès de Meursault dans chaque vente dédicace. J'avais toujours le procureur, j'avais toujours le juge, j'avais toujours l'espagnol, et j'avais toujours le bonhomme qui récitait la fameuse phrase « La justice est ma mère », etc. Et je peux vous dire que ça se passe à peu près à 12 minutes. À la 12e minute, il y a la phrase. Mais non,
je dis ça pour détendre un petit peu Oui. la discussion. C'est aussi pour vous dire que Camus n'est pas uniquement un écrivain, c'est un espace de malaise. C'est le premier sans-papier de l'histoire commune ou mal partagée. Mais en même temps, c'est un espace de malaise. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, vous savez, dans ce roman, j'ai fait exprès la confusion entre Meursault et Camus. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que Camus n'est plus un écrivain dans l'imaginaire algérien et français. C'est aussi un personnage d'une polémique qui, à la limite, n'a plus besoin de ses œuvres. Elle se contente d'une phrase pour se perpétuer. C'est ça ce qui est extraordinaire. Donc moi, je ne suis pas camusien. Je prends dans Camus ce qui m'intéresse pour construire du sens maintenant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je le revendique. Le troisième, j'ai envie de construire du sens, j'ai envie de revendiquer le sens du monde, de poser les questions qui se posent à la condition humaine, etc. La guerre a été faite. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là sur la guerre, parce que je l'ai déjà trop porté. J'ai été culpabilisé à l'extrême d'avoir... Je ne critique pas mes aînés. Je comprends leur douleur, je comprends leur sacrifice, je comprends ce qu'ils ont donné, je comprends leur vision du monde. Mais je réclame juste le droit d'avoir la mienne aussi. Donc je comprends que les gens puissent réagir par rapport à Camus sur certaines... Ceci, et pour clore, à l'époque de la fac, ce qui m'étonnait, c'est qu'on est toujours enfermé sur cette vision de Camus pour ou contre la révolution algérienne, la guerre de libération. Il y avait un troisième Camus. C'était à l'époque des années 90, c'était à l'époque de la montée du fils. Et j'assistais à certains meetings où on cassait du Camus, du Freud, sans les avoir lus, bien sûr. C'est la base même du comment être fanatique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les islamistes ne reprochaient pas à Camus d'avoir imaginé un personnage qui tue l'arabe. Ils lui reprochaient Sisyphe et l'homme révolté. On lui reproche d'avoir tué Dieu, pas d'avoir tué l'arabe. Et c'était extraordinaire de voir comment il y avait... Le fait qu'il y avait plusieurs Camus. Il y avait un Albert, mais plusieurs Camus. Il y avait un Camus pour progressiste, décolonisateur engagé, un Camus pour la droite ou l'extrême droite française, il y avait un Camus pour sa fille, il y avait un Camus pour ses éditeurs, il y a même un Camus pour les nouveaux révolutionnaires dans le monde arabe, c'est-à-dire surtout en Égypte, où Camus est quand même, revient comme mode. Donc et il y a un Camus pour les islamistes. C'est extraordinaire que cet homme ait pu avoir autant de facettes. C'est la preuve de son génie, c'est la preuve de son humanité. C'est quelqu'un qui a su poser les grandes questions. Peut-être qu'il pensait à faire un choix tragique entre l'homme et la nationalité. Et il a fait le choix, mais il assume. Chaque fois, les Algériens me répètent la même phrase, entre la justice et ma mère, etc. Et puis, bon, maintenant, j'ai une réponse. Entre la justice et la mer, j'ai choisi. J'ai trouvé une réponse toute faite pour éviter le débat en disant, écoutez, vous avez le choix entre 56 ouvrages et une phrase. Donc, est-ce que vous jetez à la mer 56 ouvrages pour garder une phrase ou vous faites le contraire? Moi, j'ai fait le contraire. Vous avez parlé de la dimension universelle du roman sur l'humanité. En même temps, le narrateur, c'est un homme très désenchanté, très en colère. Je crois que c'est un art raffiné chez les Algériens que le désenchantement. On est des gens qui pouvons prouver que la Terre est plate, même si elle est ronde. Donc ça, c'est pas un problème. Mais pourquoi? Je me pose la question, parfois je me réponds de manière fantasmée. Peut-être qu'on a attendu l'indépendance depuis tellement longtemps que nous y avons investi tous nos espoirs. Et quand elle est arrivée, quand on a compris que ce n'est pas seulement un mythe, mais aussi une histoire de nos terres, ça nous a peut-être... je ne sais pas, je me construis des explications. Nous sommes des gens durs avec notre terre, avec nous-mêmes. Pour revenir, et les agents qui sont là peuvent le confirmer, nous sommes 40 millions à critiquer 40 millions. C'est une règle. C'est un peu français aussi. Oui. Oui. Et, non, pardon, plus, non, ça c'est pour détendre un petit peu. J'aime bien provocateur joueur. Mais dans la réalité, c'est vrai que c'est un personnage qui est désenchanté, qui est dur, mais qui est révolté. Haroun, c'est quelqu'un qui défend sa liberté. Et les gens l'oublient. Il défend sa liberté contre le meurtrier, contre son frère qui est mort parce qu'il le phagocyte. Il défend sa liberté contre sa mère parce qu'elle le mange, elle le dévore. Il défend sa liberté contre Dieu, contre les religieux. C'est quelqu'un qui voudrait juste être libre. Et ce que je voulais écrire, au fond, c'est un hymne à la liberté. Nous avons eu la libération, il manque la liberté. très bien. Oui, c'est une question qu'on aurait peut-être posée à Camus, c'est quel regard portez-vous sur l'actualité
et en particulier l'actualité politique. Est-ce que vous pourriez brosser rapidement, comme ça Le regard, je le porte chaque jour, pratiquement, pour ceux qui lisent les chroniques. Oui, je fais chaque jour une chronique. Et on m'a dit dernièrement, et ça je le confirme, que les meilleures chroniques que je fais, c'est celles qui décrivent le vide. C'est-à-dire quand je m'ennuie, je fais de bonnes chroniques. Même moi, j'en ai. La dernière fois, je suis passé, c'était un vendredi, jour terrible. Et je suis sorti, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais écrire? Franchement. Et je passe et je vois comment on appelle ça, une enseigne d'un café fermé qui s'appelle le Café L'Avenir. Ça c'est extraordinaire parce qu'on appelle le café le repos, le zen, je ne sais pas, enfin quelque chose qui n'est pas l'avenir. C'est-à-dire l'avenir, on le donne pour une entreprise, pour la conquête de la Lune, etc. C'est des choses comme ça. Et donc c'est assez paradoxal. Bon, le regard que je porte sur l'actualité, je suis un pessimiste professionnel mais un optimiste caché. C'est-à-dire j'aime bien démanteler les enthousiasmes algériens qui puissent peut-être ouvrir droit et possibilité à un espoir réel. Je suis l'enfant des manuels scolaires des années 70. On nous disait que nous étions le meilleur des peuples. Ça, c'est une maladie qui est plus antique que les Algériens. Et que nous avons fait une guerre, etc. Et à un moment, j'ai senti une sorte de mensonge et d'étouffement. Et dans le cadre des enchantements nationaux, j'ai commencé à écrire. Je voudrais ce que les alchimistes appellent faire l'œuvre noire, détruire les illusions, les vanités, et permettre à l'émergence du réel. Donc l'actualité algérienne maintenant, ça c'est une longue discussion, c'est-à-dire par quoi commencer. Je veux dire, on peut commencer par le Café L'Avenir, par la mosquée, par Bouteflika, par ce qu'on voulait, il y a plusieurs chapitres. C'est un pays fascinant, c'est un pays difficile, c'est une terre torturée, quand même 3 millions de violence. C'est une terre mal partagée, c'est une terre qu'on déteste, qu'on aime. J'avais un ami à Oran, l'ancien directeur français, l'ancien directeur de l'Institut français qui était là-bas, qui a très bien résumé lors d'un dîner d'adieu, dernièrement, il y a un mois, qui disait c'est un pays où il est aussi difficile de venir que de le quitter. Je crois que c'est très vrai. Donc c'est très vrai. Et ça vaut pour toutes les strates. Ça va du politique jusqu'au sens. Parce que moi, je ne suis pas dans le militantisme politique. Je crois que c'est mauvais de réduire tout le drame de l'Algérie à une seule équation, régime, liberté, etc. Nous avons besoin de construire du sens. Nous avons besoin d'un mythe national. Nous avons besoin d'un but. Nous avons besoin d'une éthique. Et cette éthique, elle n'est pas uniquement dans le sens où je jette la balle, c'est le régime qui est mauvais, moi je suis bon. Non. Non. Nous avons besoin de reconstruire l'individu, d'être en paix, de nous réconcilier non seulement avec l'histoire, mais avec nous-mêmes, avec le voisin, avec beaucoup de choses. Il y a du sens à construire en Algérie. Et ce sens, il est menacé par deux grands récits que je déteste d'ailleurs. Je suis né dans un pays où les deux éléments sont accaparés. Le ciel est accaparé par les islamistes et la terre par les anciens. Il est très difficile de construire son récit. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui est très porté sur la spiritualité, mais je n'aime pas les religions. Mon personnage le dit, Dieu, la religion c'est un transport en commun. Moi je préfère aller vers Dieu à pied, tout ça. Je voulais vous dire, Kamel, vous avez dit que tout ça vous faisait légèrement peur. Que les gens autour de vous, tout ça, vous ne saviez pas. Vous avez fait ce roman magnifique qu'on a aimé bien avant toutes ces nominations. Continuez à être vous-même. C'est tout. Vous l'avez fait sans arrière-pensée et c'est magnifique parce que c'est très brut dans sa beauté, dans sa... Et je pense que 2 ou 3 phrases, 2 ou 3 pages de Camus ont fait ce livre. Je pense que quelque part, vous avez juste voulu redonner une vie à cet arabe. Camus, on va peut-être le laisser un petit peu de côté. Et une autre chose de dire, parce que j'ai vu, nos enfants ne lisent pas. Nos enfants en Algérie, ici en France aussi. Mais si vous pouviez passer ce petit mot, lisez. N'importe quoi, mais lisez. C'est une évasion, c'est un voyage. Hélas, ils ne peuvent pas voyager, faute de visa. Donc ils peuvent voyager à travers des livres, à travers des classiques, à travers des... Oui, encore faut-il qu'on arrive à écrire aussi, ça je le reproche que je me le fais à moi-même, des histoires belles, des histoires du désir, des histoires d'amour, des histoires de succès, etc. Qu'on sort.
je suis étouffé par la surpolitisation en Algérie. Elle me Oui, tue. trop. Ça pollue tout, je veux dire. Tu as envie de parler Politique et d'une religieux. fleur, on va vous demander de De quelle partie? quelle partie. Et donc c'est une surpolitisation qui tue le réel, qui tue la splendeur du réel. On oublie qu'on est vivant et qu'on est face à un feu qui est extraordinaire, je veux dire, et qu'un jour il va s'éteindre. Et que ce feu, c'est notre conscience, c'est nous-mêmes. Donc je voudrais tant... Quand j'étais gamin, je lisais énormément. Mais dans la frustration, j'avais pas de livre, donc je lisais ce qui me tombait sur C'était quoi? Vous disiez quoi quand vous étiez Tout ce petit? qui ce que je peux trouver. C'est-à-dire, ça part- donnez-moi un titre. Ça partait des notices de médicaments jusqu'à... non mais sérieux, moi j'ai une bibliothèque désordonnée dans ma tête. C'est-à-dire, j'ai pu lire un deuxième tome à 15 ans, le premier tome à 17 ans et le troisième à 12 ans. Comme ça C'était tombe, quoi. un des plus beaux livres que j'ai lu. C'était un livre qui n'avait pas de couverture, il n'avait pas les 15 à 20 premières pages. Ça s'appelait On a un combat douteux de Steinbeck. J'ai admiré. Et j'ai admiré ce livre sans couverture, sans auteur et sans commencement. Ça ressemblait un petit peu à l'histoire de l'Algérie, ça ressemblait au roman fantasmé que j'ai dans ma tête. C'est-à-dire, donc je lisais les premiers livres aussi que j'ai lus, c'était les mythologies grecques. C'est-à-dire que j'ai appris le multipartisme avant le monothéisme. et Plusieurs dieux. oui, ils se battaient entre eux. Et là, la mythologie, elle m'a beaucoup marqué. Par accident, franchement. Mythologie égyptienne, grecque, hindoue, c'était vraiment à l'âge de 10 ans. C'était vraiment par accident. Je suis l'enfant d'une bibliothèque désordonnée. Les livres, je les rêve. J'en fantasme. Je dirais. Le meilleur livre, c'est le livre rêvé. C'est pas le livre rencontré, je dirais. C'est comme ça dans ma tête, mais là je divague. Et il y avait d'autres livres. À un certain moment, j'ai commencé à découvrir les grands classiques de la littérature musulmane, je veux dire les grands mystiques, les grands historiens. Jalal al-Din Rumi, Hafiz Shirazi, Omar Khayyam bien entendu. Et puis j'avais découvert les orientalistes, c'était une série. Après je suis revenu vers la science-fiction, qui était ce que j'appelle moi une mythologie moderne. Tous les classiques de la science-fiction, je les ai lus, pratiquement tout. Pratiquement tout. Je lisais énormément. Et après, ce fut la période religieuse. Donc, je suis bilingue, donc j'ai lu énormément de livres bons et mauvais. Parce que bon, ça va de Ulumuddin de Ghazali, jusqu'au mauvais, jusqu'aux livres d'endoctrinement de djihadistes des années 70-80, Al-Mawdoudi, etc. C'était la période islamiste. Donc, je lisais énormément, mais toujours avec le même souci, c'était de construire du sens. Est-ce que vous êtes posé la question de la langue, de l'écriture, puisque vous parlez de la lecture, le livre est magnifique, écrit en français magnifique, vous êtes posé la question d'écrire en français ou en arabe? Non. J'écris, pour le moment, parce que le marché, je suis journaliste francophone, donc j'écris en français. Je ne sais pas si j'ai la maîtrise pour avoir la même facilité d'écriture en arabe, mais je suis bilingue. Je ne suis pas un bilingue artificiel, je le suis réellement. Je passe d'un Vous texte à l'écrivez en l'autre. arabe ou en français? En algérien. Ça s'enseigne. Moi, je suis un fervent défenseur de l'algérien comme langue. Mais là, c'est un vieux débat aussi. Oui. Pas y toucher. Une note un peu optimiste, qu'est-ce que tu penses des dernières années au point de vue culturel, ce qui se fait, des créations qui se font? Ce qui est extraordinaire dans ce pays, le mien, c'est que il y a un culte de la mort. Martyrs, guerre civile, etc. Mais en même temps, il y a une passion, il y a toujours des... L'Algérie, les plus extrêmes diront que c'est un échec organisé qui produit des singularités exceptionnelles. Et ça, c'est assez fascinant, c'est-à-dire, on a l'impression que tout conduit vers l'échec, mais en même temps, ça produit à chaque fois des singularités exceptionnelles. On se dit, mais comment ça fonctionne? C'est assez déstabilisant comme Comment on dit, un pays de paradoxe. Oui, c'est comme ça. Mais c'est la vision qu'on en a. Ceci Mais dit, c'est il y a la des vision, gens, voilà. il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui construisent du sens, il y a des gens qui écrivent, il y a des gens vivants. Je veux dire, c'est pas, nous ne sommes pas, nous sommes pas un sinistre, nous sommes un pays. Pardon? Des gens qui peignent aussi, qui sculptent, qui... Bien sûr. Dans la peinture, il y a C'est une... de cela que je parle. Quand j'ai dit construire, Qui crée, quoi, tu veux. quand j'ai dit, Qui crée, oui. quand j'ai dit construire du sens, c'est pas uniquement en écrivant. Non, bien sûr. On peut sculpter, on peut. Mais c'est réel en Algérie. C'est quoi, un pays vivant. Pour en revenir à l'écriture et à la réflexion que Madame faisait, je vous lis en français et je vous en entends en algérien. Je crois qu'on est plusieurs
tout cas sur les chroniques. Et c'est, mais c'est la beauté de l'écriture quand on. Oui, je pense que toute langue, quand elle est abandonnée par ses propriétaires, se créolise. Le français s'est créolisé en Algérie, comme ailleurs. Il est devenu une langue insulaire. Donc on se l'approprie, on l'irrigue autrement et on en fait autre chose. Moi je l'appelle, Khatib Yassine l'appelait le butin de guerre. Enfin, c'est le butin de guerre, parce que c'est un enfant d'une époque. Moi je l'appelle bien vacant. Moi je suis venu après, donc... Mais c'est un bien vacant. Bien vacant, c'est bien vacant. Ça va rester peut-être, ce mot-là, comme celui de Khatib Yassine, il va peut-être rester pendant 50, 60 ans. Comme disait Kamel Daoud, le bien vacant de la langue française. C'est magnifique. Là vous parlez après ma mort. Édouard Glissant, il parle de la créolisation du monde. Hein. Très belle expression, franchement. Elle est très belle. Je me posais une question politique. Qui a dit « Entre la justice et mon frère, je choisis mon frère » C'est quelqu'un qui n'a pas écrit un livre. Très bonne. Alors, le livre suscite un intérêt très important en France. Ça m'intéressait de comprendre comment vous voyez ça et puis quel est l'écart qu'il y a sur la réception du livre en France et en Algérie. En Algérie, ça a démarré sur, je parle des 2-3 premiers jours, c'est un malentendu, sachant que je suis quelqu'un de virulent. Donc les gens s'attendaient à une sorte de procès en appel de Camus. Donc quelqu'un m'a dit lors de la première vente dédicace au Salon du Livre d'Alger l'année passée, j'espère que tu as rendu la gifle à Camus. Et c'est là où j'avais expliqué que c'est un livre, c'est pas un ancien moudjahid, c'est pas un combattant, c'est autre chose. Mais après, ça commençait à s'installer que je ne parle pas de troisième voie, etc. Parce que là, je ne fais pas de politique. Je pense qu'en France, vous en avez marre des gens qui parlent de troisième voie. Et donc, j'ai essayé un petit peu de construire, de transmettre. Et les gens ont commencé à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un livre sur un livre, mais d'un livre à partir d'un livre. En France, j'étais un peu plus, pas inquiet, mais pas très optimiste. Je me suis dit, avec les ornières de l'histoire, repentance, mémoire, ils vont encore lire l'ouvrage comme étant un roman écrit par un Algérien sur Camus. Vraiment, là, vous avez les ingrédients d'une polémique standard, habituelle. J'étais étonné. Tous les articles parus sur ce roman dans la presse française n'ont pas succombé à ça. Et je me suis dit que peut-être qu'il y a peut-être un renouvellement de regard. Mais les articles qui ont été faits par IMAC, Canard enchaîné, Le Monde, Magazine littéraire, La Croix, etc., il n'y a pas eu cette lecture postcoloniale. Les mots sont soit démodés maintenant, mais il n'y a pas eu ça. Il y a eu quand même une sorte de lecture, j'ose le mot, honnête. Une lecture et une appréciation qui va au-delà des querelles franco-françaises, franco-algériennes, etc. Donc il y a eu ça. Je m'attendais à... Même la fille d'Albert Camus, elle m'a dit, écoutez, vous allez publier, ils vont vous lyncher. J'ai dit, bon, je prends les risques, mais il n'y a pas eu ça. Et tout doucement, le roman, j'ai l'impression qu'il commence à s'installer comme quelque chose d'autonome, comme un fait littéraire. C'est pas comme un fait politique, parce que j'ai pas écrit un essai, ni un SMS, ni quoi que ce soit. J'ai écrit un roman. C'est-à-dire que le roman, j'ai écrit une histoire. La littérature a ce propre qu'elle propose du sens, mais au-delà de la réflexion de l'essai. C'est quelque chose de vivant, enfin à moitié vivant, tant que c'est pas lu. Mais ça va au-delà du simple message politique. C'est pas un message. Parce que les gens oublient quel message il y a derrière. J'ai pas voulu passer de message. J'ai voulu raconter la complexité d'une vie. C'est tout. Maintenant, on peut lire ça comme ça, un jour, dans quelques années, si ce roman dure, on va peut-être lire autrement. La plus belle réaction que j'ai reçue, c'était en Algérie, 2-3 mois après l'apparition du roman. Quelqu'un qui n'est pas littéraire, c'est une femme, m'a envoyé sur Facebook un message, elle m'a dit, vous savez, j'ai relu L'étranger, et derrière chaque mot de L'étranger, je pensais à l'autre famille. Ça m'a touché. C'est-à-dire, elle n'a pas dit j'imaginais, elle a dit j'y pensais réellement, comme si c'était une vraie famille qui a vraiment existé. Je me suis dit, si je suis arrivé à donner du vivant à des êtres de fiction, parce que ce sont des êtres de fiction, je pense que c'est un but qui est... Tout atteint. Oui. Vous nous avez, à la suite, quand le roman est sorti, vous nous avez fait replonger, parce qu'on l'a lu, L'étranger, on était jeunes, on a oublié.
que moi j'ai oublié. Je l'ai lu à 14-15 ans. Oui. Et j'ai dû le racheter. Grâce à vous, à cause de vous. Vous m'avez fait Merci. relire Camus. Merci. Bon, le prochain, ça sera, je le raconte pas comme une blague. Hein. Ça sera Dès le demain, vieil ça homme. va sortir. Non, le vieil homme et la mère vu par l'espadon. C'est l'espadon. Merci. C'est Mingo. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, Et bon, juste c'est une bon. petite- Plus sérieusement, est-ce qu'il y a d'autres auteurs ou d'autres livres dans votre généalogie sur les failles desquels vous auriez envie de rêvasser? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le fait que vous soyez engouffré dans une brèche. Alors là, il se trouve qu'il y a tout un contexte politique, historique, mais c'est vraiment un geste littéraire. Donc, Oui, mais j'en fais pas une spécialité. Je veux rêvasser sur autre chose par la suite. Je veux. Qui m'a parlé de. C'était mon éditrice qui m'a parlé de. Autant on emporte le vent vu par la serveuse. Non, mais sérieusement. C'est-à-dire, je voudrais construire autre chose, écrire autre chose par la suite. Enfin, c'est pas la fin en soi. Je veux dire, le livre, je pense que tout bon livre se distingue par une seule qualité. C'est lorsqu'il devient nécessaire. C'est ce qui fait qu'un livre se tienne, qu'il dure dans la vie. Tout livre gratuit, il disparaît. Mais tout livre nécessaire reste. Il y a des histoires, il y a des écrivains qui ont eu le génie de trouver des histoires nécessaires, qui sont dans l'économie du mot, l'économie de l'histoire, et qu'on lit comme étant des livres vraiment. C'est ce qu'il fallait écrire, on sent que ce sont des livres nécessaires. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais je pense que vous le comprenez. Donc, c'est votre nécessité à vous, d'accord. oui, mais en même temps, le prochain, j'espère avoir l'honnêteté d'écrire un livre nécessaire, qui répond vraiment à un besoin qui est le mien et qui est celui des autres. Kamal, qu'est-ce que tu Bonjour. aux gens qui, quand on te suit sur Facebook, qui disent Kamal a en quelque sorte prémédité son succès. Pourquoi? Le fait, c'est vrai que la dernière fois qu'il y a eu un Algérien sur la liste des prix, c'était Boujeda pour la République. C'était qui, j'entends? Boujeda. Ouais, il l'a raté de 2 fois, il s'en est jamais remis. D'accord. Puis là, te retrouver comme ça, on dit mais Kamal Daoud il a un peu prémédité son succès. J'ai fait comment pour préméditer? Avec les chroniques, avec voilà. On me repose d'avoir travaillé. Oui. Non mais sérieux. Non, j'ai pas prémédité le succès, mais j'adore les succès. Moi j'adore l'argent. Non mais sérieux. Moi je suis pas dans la mythologie de l'écrivain tuberculeux qui se bat un peu, etc. Moi je veux construire, écrire des romans qui soient sensés, qui se vendent. Je veux être admiré, aimé, etc. Entouré. Mais pourquoi? Après je vais mourir. J'ai le droit à ça. Donc préméditer mon succès, etc. On est peut-être dans une vision assez ascétique du rôle, de la mission de l'écrivain qui se sacrifie pour... Moi je ne me sacrifie pas. Moi quand on me qualifie en Algérie de militant, je dis non. Moi je suis quelqu'un qui se défend. Moi, je ne médite pas. Je défends mes libertés. Mais préméditer... Bon, je comprends le sous-entendu de la question en disant qu'on fait référence à une chronique qui est apparue sur la Palestine, sur Gaza, sur Solidarité, parce qu'il écrit sur l'islamophobe, etc. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? En tant qu'éditrice, je Pardon. pense que tous les écrivains préméditent leur succès. C'est comme les meurtriers, il y a des crimes qui sont prémédités et qui foirent, et puis il y a des crimes prémédités parfaits. Super. Et tous les écrivains préméditent leur succès, mais ça marche pas à tous les coups. Super. Mais pour revenir à ça, moi je m'attendais à ce genre de réaction, etc. C'est-à-dire, les gens te disent, oui, tu as écrit une chronique parce que tu... J'ai répondu dernièrement à quelqu'un, il m'a dit oui, tu as écrit une chronique sur Palestine. Non, j'ai dit j'ai écrit une chronique sur le folklore des solidarités sur la Palestine. Ce qui n'est pas, moi je ne suis pas un spécialiste de la Palestine. C'était très bien. Pardon. Et merci. Et en même temps, j'ai dit écoutez, comment vous devez m'admirer. Si avec une seule chronique, j'arrive à influer sur toute l'élite française pour avoir... Là, avec 3 chroniques, je vais libérer la Palestine quand même. Non mais je suis quelqu'un de génial dans ce sens-là. Arrêtez. Écoutez, maintenant, qu'on me dise que j'ai prémédité, moi je bosse durement. D'accord? J'ai appris cette langue tout seul. J'ai travaillé dur, j'ai lu, j'ai voulu m'imposer, j'ai de l'ambition. D'accord? Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le... Je ne suis pas quelqu'un de la générosité gratuite. Je veux réussir. Que cela soit pris comme une sorte d'excès ou de calcul ou d'opportunisme. On n'échappera jamais à ça de toute façon.
Il y a des gens, j'en parlais ici à une amie avant-hier. Nous avons même cultivé une sorte de raffinement, de désespoir, où on est non seulement découragé, mais on voudrait le communiquer aux autres. En pleine conférence, le bonhomme, il lève la main, il dit « Mais Kamel Daoud, pourquoi vous écrivez? Vous savez très bien que ça ne sert à rien. » Lui, il sait que ça ne sert à rien, et là, il a conclu, il voudrait que moi aussi j'en sois convaincu. J'ai trouvé ce pari pascalien désespéré incroyable. Je ne crois pas, et je voudrais que les autres ne croient pas. Parce que si c'est vrai, j'ai eu raison, et si c'est faux, je ne suis pas le seul à perdre. C'est un pari pascalien désespéré, mais incroyable. Très... Il faut lui dire de continuer. Moi, je leur dis, vous êtes dans le bon chemin. Allez-y, continuez sans moi, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, ils sont sur le bon chemin, J'ai une laissez-les. question. Vous venez de dire que vous avez appris toute seule la langue française. Oui, grosso modo, oui. Parce que c'est une langue... Alors, moi, je suis l'enfant de l'école algérienne, c'est les années 80, donc qui était arabisé grosso modo. Et la langue française, je l'ai découverte par accident. Ça, c'est-à-dire, c'est pas l'école qui m'a... L'école vous apprend quelques mots, mais pour lire un roman policier à l'âge de 9 ans, il faut donc, y aller, quoi. Non, c'est l'ennui. C'est l'ennui qui m'a poussé à ça. C'est le sexe aussi. Parce que je me rappelle très bien, et ça je le dis souvent, premier roman que j'ai ouvert, il y avait quand même une phrase qui parlait de sexualité d'une femme. Donc je voulais savoir ce qui s'est passé par la suite. Donc j'ai appris les mots. J'ai répété à quelqu'un, j'ai dit, c'est une manière de dire que j'ai appris le français avec les gros mots. Donc après j'ai commencé à éclairer les phrases les unes par les autres. Et c'est assez complexe à raconter, je veux dire. Mais après c'était devenu un espace clandestin. La langue est devenue un espace clandestin. C'est-à-dire c'est un espace où quand on finissait l'école, je pouvais rentrer, lire des chases qui parlaient de sexe, qui parlaient de meurtre. Et c'est un espace assez clandestin. Je pense que c'est le désir qui est à la base de l'apprentissage. D'accord ? Et le désir est à la base de la langue aussi. Et c'est pour ça que vous êtes tellement subversif. Non, je suis subversif par... moi, je trouve, honnêtement, dans ce que vous écrivez, j'ai pas lu vos livres encore, mais dans ce que j'ai lu de vous, je vous trouve, et c'est ça que j'aime bien chez vous, c'est cette subversivité-là. Non, c'est pas subversif. Peut-être le mot, c'est ainsi que vous le voyez, mais pour moi, je suis quelqu'un qui est déçu et qui voudrait qu'on recommence l'histoire, mais autrement. Provocateur. Provocateur parce que j'adore l'intelligence pétillante, j'adore quand les mots viennent, j'adore provoquer les gens dans le sens où, pas provoquer au sens émotion, ça sert à rien, ça provoque la violence, provoque l'intelligence, pousser, être... Je pense que la moitié de l'écriture c'est le style, l'autre moitié c'est le ludique. Il faut avoir une intelligence ludique, il faut que ça pétille, il faut que ça soit intelligent, c'est comme ça qu'on séduit. Quand j'ai commencé la chronique dans le quotidien d'Oran, c'est par accident aussi, je me suis dit, tout le monde fait des chroniques. Il y a trop d'accidents. Bah oui, c'est comme ma vie. Et je me suis dit, tout le monde fait des chroniques. Comment je vais faire une chronique qui puisse se distinguer des autres? Ma conclusion était qu'il fallait travailler deux choses, le titre et le style. Parce que je me suis dit, le lecteur, il va ouvrir le journal, il va voir à peu près le volume de 4 papiers par là, il va passer. Donc comment convaincre en 3 secondes un passant? Donc le titre et le style. Surtout dans un journal où il y a déjà plusieurs chroniques. Hein, oui. Donc il fallait travailler ça, il fallait séduire. Il fallait séduire. Et bon, après, ça se développe. Je suis arrivé à une conclusion majeure que on ne peut pas communiquer du plaisir de lecture si on n'est pas dans le plaisir de l'écriture. On ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas. Si on écrit dans la difficulté, etc., le lecteur le sent. Il n'a pas besoin d'être intelligent, il le sent. Si on écrit avec ludisme, avec pétillance, le lecteur le sent, il apprécie. De l'aisance aussi. C'est aisé. Moi, je l'ai lu de bout en bout. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans Meursault, c'est le côté justement un peu provocateur et ludique en même temps de démarrer en opposition à l'étranger. Et puis en même temps, après, le fait qu'il y a comme un deuxième versant sur le roman et que c'est très proche, il y a un très grand parallèle entre qui est Meursault et qui est Haroun. Et donc ça aussi, c'est... Parfois, les textes, je ne les pense pas, je les écoute. Ils viennent tout seuls. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, et il y a des histoires qui se racontent toutes. Cette histoire-là, elle est tellement pour moi évidente que ça s'est emboîté tout seul. Les prénoms, les noms, après on me dit oui, mais tu as choisi Moussa parce que Haroun, la référence publique, je n'y ai pas pensé à l'instant.
on convoque tout. Je veux dire. Vous savez, quand on séduit une femme, c'est comme ça. On ne pense pas à la 2e minute 35 secondes, je vais sourire au coin en faisant semblant de regarder ailleurs. Non, on ne fait pas ça. On l'est et on ne l'est pas. On ne l'est pas. Et non, pour être sérieux, c'est un exercice de séduction du lecteur. Justement, pour les prénoms, je voulais vous poser la question, comme pour Meursault, par exemple, on sait qu'il y a eu tellement de dissertations par rapport au choix de Meursault, machin, etc. Ça vous a pas influé, ça m'a pas influencé votre écriture pour le choix justement des prénoms? Oui, mais ça démarre comment? Je me suis dit Meursault, je pensais à Moussa. Mais à partir de Moussa, le reste est venu tout seul. Haroun, la référence biblique ou pas, tout ça, ça se construit. Je veux dire, tu n'y penses pas sur le tas. Après, ça prend de la cohérence, ça s'emboîte. Mais sur le tas, je ne pense pas qu'on soit plus intelligent que son propre texte. Je pense pas. C'est un moment, il y a un moment où le texte prend souffle et il a de l'autonomie. Il commence à se construire. Je crois. Mais c'est quand même toujours difficile d'écrire, non? Mais oui, l'écriture, c'est quand même pas... Voilà, on s'y met et puis hop, ça va tout seul, la plume elle court toute seule. C'est comme un accouchement, vous connaissez mieux ça? Difficile, non. Mais ça demande de l'effort. C'est-à-dire qu'il faut aimer de l'effort, il faut aimer travailler. En même temps, bon, dans la jérémiade nationale, c'est-à-dire se plaindre, j'ai une chronique par jour, j'ai ceci, etc. Et en même temps, sans ça, il y a de l'effort, c'est du travail. Maître. Vous êtes l'une des pièces maîtresses du quotidien d'Oran et vous le savez. Je vais vous poser une question à laquelle vous n'allez peut-être pas répondre. D'accord. Quand j'ouvre le quotidien et qu'il n'y a pas votre signature, je suis déçu. D'accord. Et vous, quand vous lisez vos amis, ne répondez pas. Pardon? Quand vous lisez vos collègues, compte tenu de l'esprit que vous avez, dans lequel vous inscrivez vos observations tous les jours, on a le plaisir de vous lire. Moi, je vous l'ai dit. Merci. J'adore. Il y a des moments où... Mais si c'était linéaire, ça serait plus intéressant. D'accord. Et quand vous lisez vos collègues, ne me répondez pas. Non, il y a deux autres signatures. Hein, sur, dans la même chronique? Oui. Dans le même espace? Bon, ça, je peux vous dire comment ça arrive, mais qu'est-ce que je ressens, ça c'est autre chose. Comment ça arrive? Parce que parfois c'est censuré. Parfois c'est censuré. Parfois je suis fatigué, parce que je suis en déplacement, parfois, etc. Maintenant, qu'est-ce que je ressens quand je lis? Attendez, parfois vos chroniques sont censurées quand on les a pas, c'est que vous avez écrit quelque chose. Oui. Et il y a eu une interdiction qui est venue. Une interdiction, vous parlez de quel niveau? Elle vient d'où là? On se connaît suffisamment. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est une autocensure. C'est une autocensure. Qui en même temps pose une question éthique pour moi. C'est-à-dire, mon directeur me répète chaque fois cette phrase qui est juste. Il me dit quand la mer est agitée, je ne te laisse pas nager. La censure pose une question éthique aussi. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit d'écrire une chronique absolue qui va faire fermer le journal et faire perdre le salaire à 120 personnes? Est-ce que moralement je peux l'assumer? J'ai compris. D'accord, moi je ne peux pas l'assumer, franchement. La seconde raison, c'est le barreau d'honneur. Ça, j'ai expliqué avant-hier à un journaliste quoi. Est-ce que ça sert à quoi de faire la chronique absolue qui serait un barreau d'honneur? On ne gagne pas les guerres avec des barreaux d'honneur. Je préfère grignoter des libertés, et je l'ai fait depuis 17 ans, pour installer la chronique comme étant un espace libre et gagner cette liberté, cette crédibilité, que de crier ouais, non, ah bah, etc. Et puis rien. Après, je vais demander l'asile en France ou ailleurs. Ça sert, moi, c'est pas. D'autres peut-être peuvent le faire, mais moi, c'est pas ma stratégie. Moi, je crois que comme l'indépendance, la liberté, ça se construit, y compris la liberté d'expression. Tout doucement, tout doucement. Et j'ai compris au fur et à mesure des petites bases. J'ai compris que ce qu'on appelle les centres de décision en Algérie, ils sont désamorcés par ce que j'appelle la bonne foi. Dès qu'ils découvrent que vous êtes dans l'opposition à l'adversité, mais vous ne roulez pour personne. Je vous jure que ça les désamorce, ça les déstabilise. Ils roulent pour qui? Et quand tu dis que vous n'êtes pas quelqu'un affidé à une partie, à la mythologie algérienne politique, ils sont désamorcés. Mais finalement, ils roulent pour personne. Mais pour l'Algérien? Oui, mais là on est dans le cadre politique, c'est-à-dire la question se pose, il roule pour qui? Et dès que ça ne marche pas, j'ai compris que cette bonne foi, elle déstabilise l'adversaire. Donc c'est des petites recettes. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que cette liberté, ça se construit. Donc pour revenir à la censure, je la comprends. Je ne l'admets pas, je me mets en colère, parfois je
je me rappelle, mais je la comprends. J'en comprends l'essence, j'en comprends la raison, j'en comprends pas la justification. Enfin, la justification, mais pas mais moi, je n'ai jamais eu le sentiment que vous êtes allé trop loin. C'est pour ça que... Vous n'avez jamais été président aussi. Les hommes politiques, vous avez vu la formule, les hommes politiques, c'est comme les couches bébés. Une fois, j'étais avec... Il faut en changer souvent et pour les mêmes raisons. Ah oui. Mais une fois, j'étais avec un homme politique, un ancien Premier ministre, dans un dîner sur lequel j'avais écrit une chronique très virulente. Et il m'a dit, vous savez, j'ai lu, c'était très douloureux, etc. Mais j'ai réfléchi et 2 minutes après, je me suis dit, il a raison. Il a raison. Je lui dis, c'est les 2 minutes qui font la différence entre un homme au pouvoir et un homme qui ne l'est pas. Voilà. Mais j'estime pas, il y a des gens qui font beaucoup plus que moi. Moi, je sais le faire avec séduction, mais je suis pas un grand militant. C'est les gens, c'est les autres gens. Il y a eu votre chronique là sur Bouteflika, le peuple vous laisse pas, c'est fort quand même. C'est une variante de la même chronique que j'écris depuis 99 à peu près. Mais vous n'avez rien eu, on ne vous a pas appelé. Non. Ça c'est le journal qui subit les pressions, pas moi. Je trouve dommage que vous ayez moins de lecteurs dans Constantinople pour des raisons que vous connaissez bien. Oui, de diffusion, etc. Mais bon. C'est dommage, parce que contrairement à votre humilité, moi, j'apprécie. Vous ne prenez pas pour plus que vous êtes déjà beaucoup. Mais moi, pour moi, je trouverais intéressant que les jeunes lycéens de Constantine, de Batna, de Hanchla puissent lire ce que vous écrivez. Parce que les Oranais le lisent. Il y a un problème avec l'image linguistique. Non, il y a Facebook pour ça. Et il y a des enseignants qui enseignent ça. Il y a des enseignants qui enseignent ça. J'ai beaucoup d'enseignants que je ne connais pas, qui m'envoient, qui prennent une chronique ou deux, qui enseignent ça, pas pour la dose subversive, mais pour, bon, je vais oser le mot, pour le style, pour le français, pour la langue, pour l'imaginaire, pour autre chose. Même des questions que vous me posez, moi je me rappelle pas de la chronique exactement, mais je me rappelle d'un passage, j'ai dit ça pourrait être un sujet pour le bac. C'est ça que j'aime dans vos chroniques, le livre je viens de commencer pour le roman, mais les chroniques, je trouve que vous posez vraiment les questions et au point où même les gens qui se disent dans l'opposition, par exemple, qui se disent démocrates, etc., parfois, je sais pas. Nous sommes un système politique, ça pour clore le sujet du politique, mais c'est un système politique assez bizarre. Vous savez, quand vous écrivez une chronique, le lendemain, c'est le ministre qui vous appelle, vous dit de vous à moi, vous avez raison. C'est ce qu'il a dit, enfin, le vieux dicton romain, le Sénat est mauvais, mais les sénateurs sont bons. Je conçois, on est dans cette... ça c'est pour clore un petit peu le sujet et revenir à... Oui, vous avez dit sur Meursault justement que c'était un roman sur la liberté. Fondamentalement. Et est-ce que vous avez eu des réactions un peu d'entrave ou des réactions par rapport à ce roman, parce qu'il est quand même très virulent? Non, je pense qu'il y a quand même que le régime ou le pouvoir a une conscience très claire des lectorats cibles. Il sait que ce roman, où il va être lu par combien. Il sait qu'être chroniqueur, même star, vous êtes dans l'opposition des minorités urbaines, etc. Donc il calcule leur... Je pense que je serai menaçant le jour où j'écrirai des chroniques en algérien. Pas en arabe, en algérien. Ça, je serai... Imaginez dans votre 14e siècle, moi je suis un féru du Moyen-Âge, parce que pour moi c'est à peu près beaucoup de leçons dans la vie. Et imaginez quelqu'un qui écrit, qui casse le monopole du clergé et de la monarchie et du latin en écrivant des langues plébéiennes, un petit peu. Il touchera un petit peu. Ça a commencé quand la Bible a été traduite en langue plébéienne. C'est à partir de là. Le jour où on aura des journaux en algérien, c'est là où ça va. C'est quoi l'algérien pour vous? Derja. J'aime pas le mot derja, parce que la traduction ça veut dire plébéien. Et ça j'aime pas. Ça c'est une position, c'est une vision qu'avait une langue qui s'est auto-sacralisée pour qu'on en lui. Mais je vous prie de ne pas ouvrir le débat des langues. Est-ce qu'il sera traduit en arabe? Si, c'est déjà. Il y a des appels d'éditeurs du Moyen-Orient pour ça. Bon, je peux vous annoncer qu'au moins aujourd'hui, je peux l'annoncer, Marie, que
ils ont signé avec les Chinois. Et en berbère éventuellement, non? Bah, si on trouve de bons traducteurs, oui. Il y en a, ça il y en a. Non, je ne parle pas de bons traducteurs. Vous savez, je me suis peut-être mal exprimé. Il y a des traducteurs qui, quand on traduit un livre, comment expliquer? On le sent, on ne le sent pas. On peut être un bon traducteur en disant que ce livre-là, je l'ai mal traduit. Parce que traduire, c'est pas aussi facile que... C'est restituer, c'est ça. J'aime bien le mot restituer. Parce qu'on peut trouver... Parfois c'est carrément une autre création. Bah, c'est une autre création, mais à partir de cette... Mais quand j'ai dit traduire, le mot il est trop galvaudé. Parfois il y a des traducteurs qui ne réussissent pas certains autres. Soit on le sent, soit on ne le sent pas. Il faut aller vraiment dans l'intime. Il y a eu le recueil de nouvelles qui a été traduit en italien et en allemand. Avec la traductrice allemande, quand même, j'ai eu 6 mois d'échange d'emails, pas à propos de mots, mais à propos de sens. C'est à partir de... Elle voulait me comprendre d'abord. Donc un bon traducteur, c'est pas je prends un texte, je maîtrise les 2 langues et je transvase, c'est pas ça. C'est comprendre l'auteur, comprendre ça, déplier la métaphore, déplier l'image, etc. Le traducteur en arabe, vous pensez que... Non, pas le traducteur, on aura peut-être plusieurs, peut-être il y a les éditeurs qui ils connaissent le marché mieux que moi je ne connais pas le marché d'éditeur, ils savent qu'un tel ou un tel est bon ou pas, ils le sentent, c'est pas mon métier, mais je fais confiance à mes éditeurs qui quand même sont très sourcilleux sur non seulement la qualité de ce roman, mais sur son devenir par la suite. Et si on vous le proposait, si le traducteur par exemple, vous proposait de traduire votre livre, oui. Et vous pensez que je vais refuser? Je ne sais pas, vous me dites... Non, ce n'est pas question de langue ou pas, je ne fais pas de militantisme. S'il est bon ou pas, c'est ça le plus important, c'est pas le barreau d'honneur. Le plus important, c'est que les choses soient très bien faites. Moi, je suis un perfectionniste dans l'écriture. Il faut que les choses soient très bien faites. Oui. Il faut que ce soit les choses très bien faites. Merci.